Hiruma se réveille et se prépare pour une nouvelle journée de cours dans le monde inférieur. Lorsqu'il retrouve son grand-père pour le petit déjeuner, ce dernier remarque que l'anneau glouton qu'Hiruma porte à la main a faim. Pour y remédier, ce puissant démon l'alimente avec un peu de sa magie. Peu après, Clara et Asmodée viennent chercher Hiruma pour aller ensemble à l'école. Dès qu'il sort de chez lui, sa routine habituelle commence, ses deux amis se disputent pour savoir qui portera son sac, déclenchant une petite querelle. Clara insiste en disant s'il te plaît à plusieurs reprises, et comme Hiruma ne peut rien refuser à une demande formulée ainsi, il finit par céder et lui laisser son sac. En arrivant au collège, tous les professeurs, les élèves et les coordinateurs se rassemblent pour chanter l'hymne de l'école. Hiruma, habitué à cette chanson, ne fait même plus attention aux paroles macabres. Le début des cours marque une annonce importante, le professeur Kalego informe la classe des inadaptés que l'examen final approche et qu'ils doivent impérativement réussir, sous peine de subir de graves conséquences. De son côté, Hiruma comprend qu'il s'agit simplement d'un examen semestriel, comme ceux du monde humain. Plus tard, en cours de magie fondamentale, la professeure explique que l'exercice du jour consiste à changer la couleur d'un crapaud enfermé dans un bocal. Elle demande à Hiruma de passer en premier. Encouragé par ses amis, il s'avance avec confiance. La professeure lui indique qu'il doit réciter l'incantation et le sort, tout en dirigeant ses mains vers l'animal. Hiruma suit les instructions et ajuste son anneau au niveau 1, car c'est un sort très basique. Il réussit l'exercice avec succès, transformant le crapaud vert en une créature sombre et ténébreuse. L'heure du déjeuner arrive. Asmodée demande à Hiruma s'il préfère manger un plat démoniaque très relevé, mais celui-ci répond qu'il se contente de ce qu'il y a. Une fois de plus, Asmodée et Clara commencent une dispute et courent jusqu'au réfectoire. Alors qu'Hiruma tente de suivre ses amis, il est soudainement pris de court, la créature de son anneau se matérialise d'un coup. Surpris, il se souvient que la dernière fois qu'il l'avait vu, la situation avait été catastrophique. Cependant, cette fois-ci, quelque chose a changé, l'ombre, qui jusqu'alors ne faisait qu'émettre des grognements incompréhensibles, est désormais capable de parler distinctement avec son maître. Intrigué, Hiruma se réfugie dans un coin discret et engage la conversation avec la créature. Celle-ci lui reproche d'utiliser sa magie de manière incorrecte et le prévient que, s'il continue ainsi, elle ne l'aidera plus. Hiruma est perplexe, mais le monstre poursuit en expliquant qu'il a énormément souffert récemment. Il lui raconte qu'il est resté longtemps sans être nourri et qu'Hiruma a consommé toute son énergie en une seule invocation. Finalement, la créature déclare qu'à partir de maintenant, Hiruma devra être plus respectueux envers elle et apprendre à utiliser sa magie avec style et élégance. Hiruma lui demande alors comment utiliser correctement la magie. L'ombre lui répond que tout repose sur ses pensées, il suffit d'imaginer quelque chose, et la magie s'accomplit. La créature demande alors à Hiruma de la transformer en une silhouette avec de longs bras, de longues jambes et une taille fine, souhaitant ainsi avoir un corps plus proche de celui d'un démon. Le protagoniste réalise son souhait, mais lorsque la créature se regarde dans le miroir, elle constate que son maître manque cruellement de créativité. Toutefois, son vœu a été exaucé. Elle révèle alors son nom, Alikuld, mais précise qu'Hiruma peut simplement l'appeler Ali. Pendant ce temps, en observant une affiche d'un concert récent, Amélie se rend compte que la talentueuse chanteuse Hirumi ressemble énormément à Hiruma. De retour dans la salle de rangement, Alikuld encourage son maître à être plus audacieux et à essayer de lancer un sort. Hiruma suit son conseiller. Au début, il ne parvient qu'à changer la couleur de son uniforme, passant du bleu au blanc. La créature l'incite à être plus détendu et créatif. Avec un nouvel essai, Hiruma réussit à invoquer de nouveaux vêtements, notamment ceux de Sabnok et d'Asmodée. Alikuld insiste pour qu'il expérimente une tenue qu'il n'aurait jamais imaginé porter. Sous la pression psychologique, Hiruma utilise une fois de plus sa magie. Amélie passait dans le couloir à ce moment-là et entendit une incantation. Curieuse, elle entra dans la salle pour réprimander l'élève fautif et découvrit Hiruma vêtu d'habits féminins. Gêné, le garçon tente de s'expliquer, mais la présidente ne croit pas un mot de son histoire. Elle prend la fuite en laissant Hiruma submergé par une honte extrême. Plus tard, Hiruma demande à Alikuld pourquoi il ne l'a pas aidé à clarifier la situation auprès d'Amélie. La créature répond qu'elle a peur d'être vue par d'autres personnes. En tant qu'être inconnu, elle risquerait de devenir un sujet d'expérience macabre si elle était découverte. Alikuld affirme que si Hiruma l'aide à découvrir sa véritable nature démoniaque, il l'aidera en retour à arranger la situation avec Amélie. Ainsi commence la quête d'Hiruma pour découvrir la véritable identité d'Alikuld. Il ne perd pas de temps et se tourne vers la personne la plus sage qu'il connaisse, son grand-père. Mais sa déception est grande lorsque ce dernier lui répond simplement que les anneaux ne parlent pas et n'ont pas de volonté propre. Hiruma insiste en expliquant qu'une créature vit bel et bien dans son anneau, mais son grand-père pense que son petit-fils est juste épuisé et décide de le faire dormir. Le lendemain, Hiruma se rend à la bibliothèque de l'institution pour en apprendre davantage sur l'anneau glouton. Après de nombreuses recherches et interrogations sur Alikuld, il arrive à une conclusion fascinante, la créature gagne en puissance à mesure qu'Hiruma monte dans le classement des démons. Depuis sa récente montée en grade, Alikuld a acquis la faculté de parler et de sortir de l'anneau à tout moment.
Les deux compagnons sont ravis de cette découverte, car cela signifie qu'ils évolueront ensemble au fil du temps. Ce soir-là, Hiruma s'endort avec un sentiment d'accomplissement aux côtés d'Alikuld. Cependant, au réveil, il se rappelle qu'il n'a toujours pas résolu le malentendu avec Amélie. Dans la maison de la présidente du conseil étudiant, Amélie prend son petit déjeuner, encore troublée par le rêve qu'elle a fait d'Hiruma en tant que la mystérieuse chanteuse. Son père, qui lui parle à travers un projecteur, remarque son expression étrange et lui demande si cela a un lien avec Hiruma. Gênée, elle ne répond pas directement, mais son comportement trahit ses pensées. En la voyant aussi troublée, son père lui annonce qu'il ne permettra en aucun cas qu'une relation amoureuse se forme entre eux, s'opposant catégoriquement à toute romance entre les deux étudiants. À l'école, Amélie est toujours agitée par ce qu'elle a vu quelques jours plus tôt. Elle n'arrive pas à accepter que ce garçon, à la fois courageux, peureux et parfois insensé, puisse avoir des goûts si inattendus. Elle commence à se demander ce qu'Hiruma représente vraiment pour elle, est-il juste un camarade de classe ou bien son premier véritable ami humain. Dans la cour de l'Académie Babil, Keroli confronte Hiruma à propos de sa participation au concert, et lui demande de mettre son habit de scène. Elle lui explique que la chanteuse Hirumi est acclamée par tout le monde et qu'elle a besoin d'une photo à ses côtés pour la promotion de l'événement. Embarrassée par cette demande, Hiruma refuse catégoriquement de remettre une tenue féminine pour poser à côté de son ami. S'ensuit une petite dispute, au cours de laquelle Keroli parvient à lui enfiler une robe. Amélie, qui passait par là, aperçoit encore une fois Hiruma dans une situation compromettante. Avant qu'il ne puisse s'expliquer, elle l'attrape et l'emmène de force dans son bureau pour une conversation privée. Elle lui assure qu'elle ne souhaite pas juger ses préférences, mais qu'elle veut lui parler d'un sujet plus sérieux, les clubs de combattants et de magie. Au même moment, Clara et Asmodée, qui se trouvaient à l'entrée de l'école, sont arrêtés par plusieurs coordinateurs de l'institution. Dans le bureau de la présidente, Amélie explique à Hiruma que son club de combattants ne pourra plus continuer ses activités, car il ne compte plus de représentants officiels. Pour le maintenir actif, il faudrait soit un leader de 3e année, soit 3 membres ayant atteint le niveau 4. En attendant qu'une solution soit trouvée, le club sera donc fermé. Amélie informe Hiruma que s'il souhaite rouvrir le club des combattants des artefacts magiques, il devra suivre un entraînement et obtenir l'approbation du conseil étudiant. Pour cela, il doit rejoindre d'autres clubs de combattants et obtenir des lettres de recommandation de leur président. Asmodée, grâce à ses incroyables compétences, est transféré dans le club de création de sorts, tandis que Clara, avec son imagination débordante, rejoint le club des jeux. Avec la dissolution totale de son groupe, Hiruma se retrouve désormais membre du conseil étudiant, ayant reçu une recommandation directe d'Amélie. Le lendemain, il fait l'expérience de la vie d'un conseiller étudiant, il doit se lever tôt dans les dortoirs de l'école et accomplir de nombreuses tâches exigeant rapidité, coopération et dévouement. Hiruma assiste même à une réunion avec les professeurs de l'institution. Kalego, surpris, se demande comment son élève a pu obtenir un poste d'un tel niveau. Lorsque le groupe d'élite arrive au réfectoire, Hiruma se réjouit à l'idée de manger, mais sa joie est de courte durée, le repas des membres du conseil étudiant ce jour-là se limite à un simple haricot. Amélie lui explique qu'il lutte actuellement contre les excès de gourmandise. Dévasté par cette nouvelle, Hiruma n'en revient pas. Pour démontrer l'importance de la discipline et de l'entraînement, Amélie effectue un saut spectaculaire et assène un violent coup à un élève, le mettant KO sur place. Tous sont stupéfaits par cette action soudaine, mais elle leur explique qu'elle a simplement fait ce qui était nécessaire, ce camarade était en train de sombrer dans le cycle et, sous l'effet de la rage, allait dévorer l'un de ses compagnons. Elle était la seule à avoir perçu ce danger imminent, prouvant ainsi que ses sens étaient extrêmement aiguisés. Plus tard, Hiruma discute avec elle dans son bureau, lorsqu'il reçoit la visite de son grand-père. Cependant, malgré son statut de directeur de l'établissement, Amélie ne tolère aucune forme de favoritisme et expulse immédiatement Sullivan, lui interdisant de gâter son petit-fils. Une fois seule, Amélie demande à Hiruma d'enlever ses vêtements. Gêné et méfiant face à cette demande soudaine, il hésite. Mais Amélie lui explique que sa tenue actuelle n'est pas appropriée pour ce qu'ils ont l'habitude de faire ensemble lorsqu'ils sont seuls. Hiruma comprend alors la situation, ils vont lire un manga romantique, comme toujours. En feuilletant leur lecture, il réalise qu'Amélie possède deux facettes bien distinctes, d'un côté, elle est la présidente rigide, froide et méthodique, et de l'autre, une jeune fille douce et innocente, complètement absorbée par ses mangas d'amour. Le lendemain, Hiruma décide de ne pas se limiter à son côté adorable, mais aussi de gagner la confiance de son alter ego strict et discipliné. Il exécute donc toutes ses tâches avec un sérieux absolu, redoublant d'efforts et surprenant même les professeurs par sa détermination. Au réfectoire, il continue à suivre les principes du conseil étudiant et mange, encore une fois, un simple haricot pour son repas. Toutefois, en discutant avec ses coéquipiers, il commence peu à peu à mieux s'intégrer au groupe. Amélie, l'observant de loin, ne peut s'empêcher d'être fière de ses progrès. Soudain, Amélie est convoquée dans la salle du club des combattants de transmission. Sans se douter de quoi que ce soit, elle s'y rend, mais en réalité,
une figure mystérieuse est à l'origine de cet appel. En entrant dans la salle vide, elle se retrouve face à une personne vêtue d'une cape noire. Lorsqu'elle l'interroge sur la raison de cette convocation, l'individu répand un mystérieux parfum dans l'air. Un peu plus tard, le conseil étudiant découvre que le club des combattants de transmission n'a jamais envoyé d'invitation à Amélie. Alarmés, tous se précipitent à l'endroit où elle a été convoquée. À leur arrivée, ils trouvent Amélie inconsciente au sol. En tentant de la réveiller, elle ouvre soudainement les yeux avec une expression de panique et se demande pourquoi elle porte des vêtements aussi provoquants. Le lendemain, tous les étudiants sont impressionnés par le changement de personnalité de la présidente. La leader, autrefois rigoureuse et disciplinée, est maintenant une jeune fille sentimentale. Clara se demande même si elle pourrait avoir une sœur jumelle démoniaque, mais Asmodée réfute cette hypothèse, affirmant qu'Amélie n'a pas de sœur. Le prodige veut aider son meilleur ami à résoudre le mystère entourant la présidente, mais son nouveau groupe de combattants l'emmène s'entraîner à de nouvelles magies. Pendant ce temps, le conseil étudiant réfléchit à ce qui a bien pu arriver à leur leader. Plus tard, Amélie passe un examen avec l'une des professeurs, mais personne ne comprend ce qui a causé son changement soudain de comportement. La professeure explique qu'Amélie n'a ni perdu la mémoire ni subi d'attaque physique. Sa nouvelle personnalité a été créée par une puissante magie, mais même elle ne parvient pas à en identifier l'origine. La seule façon de ramener l'ancienne présidente est de la faire reprendre ses activités habituelles. Cependant, la jeune fille exécute désormais toutes ses tâches avec une grande douceur et délicatesse, totalement à l'opposé de sa version précédente. Ce changement frustre ses amis, qui étaient habitués à la voir diriger avec fermeté. Le groupe décide alors de soutenir coûte que coûte leur présidente et de découvrir qui l'a ensorcelée. Alors qu'il traverse un couloir, il remarque quelqu'un dans la salle du conseil étudiant. En s'approchant, il découvre que c'est Renové Lomière, le chef des combattants disciplinaires. Il convoitait le poste de président du conseil étudiant depuis longtemps. Démonstratif et romantique dans ses paroles, il est pourtant peureux et parfois inconscient. Il assure au conseil étudiant qu'il n'a rien à voir avec le problème de la présidente, mais souhaite profiter de la situation pour proposer une élection de dissolution. Cette élection permettrait aux élèves et aux professeurs de voter pour décider si le conseil étudiant doit être maintenu ou dissous. Ces élections ont généralement lieu lorsque le conseil étudiant est jugé inutile. Profitant de la situation d'Amélie, Lomière espère en tirer parti pour prendre la présidence. Il précise que cette élection ne peut être refusée et qu'elle aura donc lieu de toute façon. Le lendemain, Lomière cherche à rallier ceux qui partagent son point de vue. Grâce à son charisme, il attire l'attention des élèves qui passent à proximité. Il promet de nombreuses réformes, comme la réduction du nombre de jours de cours, des cours entièrement en plein air et des concours de nourriture. Les étudiants sont enthousiastes, mais lorsqu'on lui demande s'il peut réellement mettre ses idées en place, il répond simplement que non. À cette réponse, plusieurs élèves quittent les lieux. Il leur assure néanmoins qu'il fera de son mieux pour rendre l'école plus amusante et agréable, ce qui finit par convaincre le public. De son côté, Amélie tente également de convaincre les élèves de la maintenir à la présidence. Mais sa nouvelle timidité l'empêche même de prononcer son discours. Voyant cela, Hiruma décide de lui venir en aide. Pour cela, il a besoin de renforts. Il raconte toute l'histoire à Asmodée et Clara, et recrute ses amis pour cette mission, d'autant plus qu'ils ne s'entendent pas avec leurs nouveaux groupes respectifs. Il envisage même de demander l'aide de son professeur Kalego, mais abandonne l'idée, sachant que cela ne ferait qu'aggraver leur relation. Amélie retrouve Hiruma et lui dit qu'il doit lui parler d'urgence. Alors que le protagoniste est seul et pensif dans la salle du conseil étudiant, l'anneau qu'il porte s'active soudainement et une ombre commence à lui parler. La créature affirme vouloir aider son maître face à cette situation délicate. Elle lui explique qu'il existe plusieurs types de magie, certaines étant plus efficaces contre certains utilisateurs que d'autres. Par exemple, un étudiant spécialisé en magie de feu sera plus vulnérable face à quelqu'un maîtrisant la magie de glace. L'ombre affirme que l'enchantement sur Amélie est sur le point de disparaître, mais qu'un élément inconnu empêche la magie de se dissiper complètement. À ce moment-là, Amélie entre dans la salle et l'ombre retourne immédiatement dans l'anneau. La présidente retrouve alors ses vêtements habituels et annonce qu'elle a une information d'une importance capitale à révéler à Hiruma. Dans la salle du conseil des élèves, Amélie confie à Hiruma qu'elle n'est toujours pas redevenue celle qu'elle était vraiment. Elle explique avoir essayé de remettre ses anciens vêtements pour, d'une certaine manière, se rappeler comment elle se comportait avant ce changement si soudain. La jeune fille avoue qu'en l'état actuel, elle n'a aucune chance de remporter l'élection face à son adversaire très populaire. Elle déclare alors au protagoniste qu'elle souhaite continuer sa vie telle qu'elle est maintenant, aller en cours comme une élève normale, s'amuser sans souci et passer plus de temps aux côtés de son amie. Cependant, Hiruma tente de la ramener à la réalité, en lui disant que ce genre de pensée ne reflète aucune ambition. Il lui rappelle que sa détermination et sa volonté faisaient d'elle quelqu'un d'admiré par tous, et que même face aux difficultés, elle n'abandonnait jamais. Touchée par ces mots doux, Amélie retrouve peu à peu sa motivation, et affirme à Hiruma qu'elle fera de son mieux pour remporter les élections. Les jours passent, et la date de l'élection approche à grands pas. Pendant ce temps,
Clara et ses camarades poursuivent les missions d'investigation données par Amélie. Mais la jeune fille est à la recherche d'un jeu emprunté par un élève et jamais rendu, il s'agit d'un jeu de rencontre avec des personnalités opposées. De son côté, le garçon prodige mène des recherches sur la magie de modification de matière. Après quelques jours, le moment tant attendu arrive, le jour de l'élection pour décider qui sera le nouveau président du conseil des élèves de l'école Babil. Élèves, professeurs et coordinateurs sont réunis pour écouter les discours que chaque candidat doit prononcer avant le vote. Renové est annoncé comme le premier à prendre la parole. Le démon fait une présentation éblouissante, dans laquelle il affirme que les élèves ont besoin de plus de divertissement, pour que l'école devienne un lieu agréable et joyeux. Tous les étudiants s'enflamment en entendant ces paroles, car cette école, parfois perçue comme ennuyeuse, pourrait devenir pour la première fois un endroit où tout le monde peut vraiment s'amuser. Vient ensuite le tour d'Amélie. Elle se souvient du soutien que lui a offert son ami, mais elle entend en même temps tous les élèves scander le nom de Renové, ce qui la décourage encore plus. Gênée et extrêmement timide, Amélie lève les yeux vers l'horizon et observe tous les élèves rassemblés. En voyant cette scène, elle se rappelle ce qui compte vraiment pour elle, le véritable sens d'être un démon. Elle commence alors son discours avec passion, déclarant à tous les élèves qu'ils ne doivent pas se laisser entraîner par un simple divertissement passager. Elle affirme que le sens de la vie réside dans l'ambition de réaliser quelque chose, et ce qu'elle souhaite vraiment, c'est une école qui réveille l'ambition qui sommeille en chacun de ses élèves. Lorsque les élèves entendent ces paroles, ils commencent à scander le nom d'Amélie, croyant que la puissante présidente du conseil des élèves est enfin redevenue elle-même. Tout le monde est ému par ces paroles pleines de courage. À ce moment-là, Amélie regarde la seule personne qui a toujours cru en elle et qui ne l'a jamais abandonnée, même dans ses pensées. La jeune fille finit par se rendre à l'évidence, elle a toujours été amoureuse d'Iruma. Après la fin du vote, les deux candidats se retrouvent dans la salle du conseil des élèves. Amélie a remporté l'approbation de tous de manière écrasante. Toutefois, le groupe scolaire reste encore méfiant quant à un possible envoûtement de la présidente par Renové. Le démon, très attristé par sa défaite, jure cependant qu'il n'a rien à voir avec le changement de personnalité de la jeune fille. C'est alors qu'Iruma entre dans la salle accompagné de ses amis, annonçant qu'ils ont trouvé le responsable de l'enchantement qui a affecté Amélie. Le coupable est Chinel Eligo, un élève de 2e année. Il avait toujours admiré la présidente, au point que cela est devenu une obsession malsaine. Dans son esprit tordu, il souhaitait voir au moins une fois la jeune fille agir de manière douce et gentille. C'est pour cela qu'il a élaboré tout un plan pour l'envoûter lorsqu'elle serait le plus vulnérable. Mais son complot maléfique a été démasqué grâce à Clara et Asmodée, qui ont découvert sa cachette en suivant des indices. Chinel est alors condamné à effectuer 50 sessions d'entraînement du conseil des élèves en guise de punition. Une fois toute la situation réglée et Amélie revenue à la normale, elle remercie ses amis pour leur aider fait une proposition importante à Iruma. La présidente lui demande de choisir, rester au sein du conseil des élèves ou réouvrir le club des combattants d'artefacts magiques. Sans trop réfléchir, le garçon choisit la seconde option. Il explique qu'il a beaucoup progressé grâce à l'entraînement reçu, mais qu'il devait absolument rouvrir ce club, car quelqu'un pourrait un jour revenir. Amélie comprend son choix et respecte ses motivations. Elle lui demande alors s'il ne voudrait vraiment pas rejoindre le conseil des élèves, car avoir un rival dans l'équipe rendrait les choses bien plus intéressantes. Renové accepte rapidement sa proposition. Tous concluent cette journée par une magnifique photo de groupe. Il n'aura fallu que peu de temps pour qu'Amélie redevienne celle qu'elle était autrefois, autoritaire, sérieuse, et extrêmement disciplinée. En fin de journée, la présidente parle avec Iruma via l'infernophone. Ils ont une conversation très émotive et sincère. À la fin de l'appel, Iruma est surpris par l'apparition d'Alicred, une créature qui lui dit qu'il a agi de la bonne manière envers celle qu'il aime, et que tous deux ont une grande affinité. De son côté, Amélie est profondément gênée en repensant à cette conversation avec son ami. En tenant la photo du jour de l'élection, elle déclare qu'elle nourrit de grandes ambitions concernant Iruma. Avec la fin de la participation du protagoniste au conseil des élèves, le garçon peut enfin rentrer chez lui, et son grand-père est profondément ému. En raison de cela, pendant toute une semaine, il organise plusieurs fêtes chaque fois que son petit-fils rentre à la maison. Mais le dernier jour de cette semaine, le puissant démon dit au protagoniste qu'il devrait inviter ses amis à participer à la fête. Cela enthousiasme beaucoup Iruma, car il n'avait jamais eu d'amis dans le monde humain et, par conséquent, n'avait jamais invité personne à une fête. Le garçon tape alors sur son infernophone, prêt à envoyer le message, mais il hésite, il a peur que ses deux meilleurs amis refusent son invitation, surtout parce qu'il les invite à la dernière minute. À ce moment-là, Alicred sort de l'anneau, effrayant son maître, ce qui provoque l'envoi accidentel du message. À sa grande surprise, il reçoit rapidement des réponses positives, ses amis affirment qu'ils seront présents pour la célébration. Peu après, Iruma entend la sonnette de sa maison. Ce sont Clara et Asmodée à sa porte. Elles ont apporté de la nourriture en guise de remerciement pour l'invitation. Clara montre à son ami une espèce de fruit qu'elle a cueilli dans la forêt. Mais quand Iruma regarde de plus près, il sursaute en réalisant que c'est en réalité une créature vivante.
Tout le monde s'installe à la table du dîner, un énorme banquet est servi, et chacun profite pleinement du moment ensemble. Vers la fin du repas, Opéra fait une proposition, jouer à un jeu avant le dessert. Le majordome présente alors un jeu nommé Devil Dance Libération, un jeu de danse holographique. Le but est simple, suivre les commandes de mouvement affichées à l'écran. À la fin, chaque participant reçoit une note en fonction de sa performance. Tous s'amusent beaucoup à danser de façon farfelue. Une fois la musique terminée, une instructrice annonce les résultats. En dernière place, Sullivan, avec seulement 6 points. En quatrième place, Hiruma, avec 666 points. En troisième place, Clara, avec 666 660 points. En deuxième place, Asmodée avec 666 666 points. Et en première place, Opéra, avec une longue série de chiffres 6 à n'en plus finir. Tout le monde célèbre joyeusement ce moment spécial. Opéra les invite alors à passer au dessert. Cependant, Sullivan semble frustré par son score. Pour prouver à son petit-fils qu'il n'est pas un perdant, il invite tout le monde à participer à la grande marche des ténèbres. Cela consiste à se rendre dans un endroit sombre et désert, et simplement errer. Le groupe descend alors dans les sous-sols. Hiruma pense qu'il s'agit peut-être d'un test de courage. Pendant qu'il marche, Opéra discute avec Sullivan et lui dit qu'il n'y a aucun piège dans cet endroit, seulement un entrepôt au bout du chemin. Sullivan répond qu'il souhaite juste montrer quelque chose d'intéressant à son petit-fils et à ses amis. Le démon demande alors à tout le monde de rester où ils sont. Il s'approche seul d'une entrée sombre et abandonnée. Quelques instants plus tard, les élèves sont surpris par un rugissement puissant venant de l'endroit lugubre. Sullivan revient alors auprès de ses compagnons d'expédition, accompagné d'une créature étrange. Tous sont impressionnés, mais le démon pense que c'est une occasion parfaite pour montrer sa force. Ce qu'il n'avait pas prévu, c'est que tout cela n'était qu'une mise en scène, sa créature de compagnie était déguisée en monstre. Les deux avaient convenu de réaliser un faux combat où, à la fin, ce serait Sullivan le grand vainqueur. Cependant, le plan du démon échappe à tout contrôle lorsque Clara et Asmodée tentent de le protéger. Le garçon prodige et la fille excentrique invoquent alors leur familier. Rien que le serpent Gorgon suffit à effrayer le monstre déguisé, qui s'enfuit rapidement des lieux. Une fois la situation maîtrisée, le trio d'amis décide de poursuivre l'exploration du lieu, accompagné par Sullivan et Opéra. Le groupe se retrouve alors devant un immense portail. Ils pénètrent à l'intérieur, et l'excitation de chacun grandit, curieux de découvrir ce qu'ils vont trouver au bout de ce mystérieux endroit. Sullivan est nerveux, car il s'agit en réalité de son entrepôt de vieilleries, et il pense qu'il n'y a rien d'amusant à faire ici. Pris de panique, il demande de l'aide à Opéra, et le majordome répond que si Sullivan insiste, il lui devra une faveur. Alors que le trio s'approche du fond du lieu, au milieu de nombreux objets, un gigantesque dragon squelettique surgit pour les attaquer. Asmodée réagissent rapidement et invoquent à nouveau leur serpent Gorgon. Le familier lance plusieurs attaques de flammes contre le monstre, mais cela n'a aucun effet. C'est alors qu'on découvre que le dragon n'est en réalité qu'une projection holographique, créée par Opéra à partir du jeu de danse auquel ils avaient joué plus tôt. Le majordome donne un signal à Sullivan, qui intervient immédiatement. Le démon concentre toute sa puissance et réalise un saut impressionnant, vainquant le monstre d'un puissant coup de pied. Hiruma et ses amis sont impressionnés par cette démonstration de force, reconnaissant ainsi la puissance du directeur de l'Académie Babil. Un peu plus loin, le groupe remarque une petite boîte au sol. Le trio, tout excité, pense qu'il pourrait s'agir d'un trésor. Mais en l'ouvrant, il découvre qu'il s'agit en réalité d'un gâteau d'anniversaire. Hiruma comprend aussitôt que c'est Opéra qui a orchestré tout cela. Ce qui attriste son grand-père, car il espérait recevoir la reconnaissance pour cette surprise. Finalement, tout le monde retourne chez le protagoniste et déguste ensemble le dessert spécial. Hiruma remarque que l'heure du départ de ses amis approche, alors il les invite dans sa chambre. Là, le trio s'amuse à sauter sur le lit. Mais le temps passe, et Clara et Asmodée finissent par dire au revoir à leur ami. Le protagoniste exprime son souhait que ces fêtes se répètent plus souvent, ce que tout le monde approuve. De retour dans sa maison, Hiruma remercie profondément son grand-père ainsi que Opéra, pour lui avoir offert une soirée aussi amusante et inoubliable avec ses amis. Plus tard dans la même nuit, Hiruma est déjà fatigué lorsqu'il est surpris par l'apparition soudaine d'Alicred. La créature commence alors à se remémorer les défis que son maître a traversés. Le protagoniste tente de poursuivre la conversation, parlant du cycle démoniaque et de la transformation de sa personnalité, mais il finit par s'endormir. De son côté, Alicred reste pensif quant aux propos de son maître. Il pointe alors du doigt Hiruma, et lui ordonne de devenir maléfique, émettant une puissante lumière d'énergie. Le lendemain, Sullivan monte joyeusement jusqu'à la chambre de son petit-fils pour lui apporter le petit déjeuner, mais il a une mauvaise surprise. Le protagoniste se réveille avec une expression, une voix et un comportement totalement différents de d'habitude. Au petit déjeuner, Sullivan est attristé par la situation, son petit-fils, autrefois innocent et peureux, est désormais arrogant et inquiétant. Hiruma retrouve Clara et Asmodée pour se rendre à l'école. Il ordonne à son ami de porter son sac, ce qui remplit le garçon prodige de joie,
heureux de pouvoir porter un objet appartenant à son meilleur ami. Hiruma fait ensuite appel à la carrosse royale de son grand-père, et les trois se rendent à l'école ensemble. À leur arrivée, ils attirent beaucoup d'attention, mais le protagoniste ne semble pas s'en soucier du tout. Dans la salle de classe, ses camarades remarquent le changement radical de personnalité. Asmodée explique à tout le monde qu'Hiruma traverse un cycle maléfique, une période que seuls les démons peuvent expérimenter au cours de leur vie. Mais Hiruma a été forcé d'entrer dans ce cycle, car Alicred a utilisé sa magie pour le plonger dans cet état. Le garçon qui, autrefois, était entouré de petites fleurs flottantes, est désormais accompagné de plumes noires dansant autour de lui. Ses camarades décident de ne surtout pas l'énerver, de peur qu'un drame ne se produise dans les jours à venir. Plus tard, les élèves marginaux croisent d'autres élèves jetant leurs déchets près de leur salle. Personne ne respecte cette classe, considérée comme composée uniquement de démons à problème. En entendant ces insultes, Hiruma pointe son doigt vers les ordures et utilise la magie de son anneau pour invoquer des flammes démoniaques qui brûlent tous les déchets autour. Il déclare alors à sa classe qu'ils vont quitter ce lieu en ruine pour s'installer dans un château. Ces mots impressionnent tout le monde par sa force et sa détermination. Peu après, les marginaux décident de prouver à toute l'école qu'ils sont une classe forte, et que personne ne devrait se frotter à eux. La classe entière se rend alors dans la salle des professeurs pour une réunion avec le professeur Kalego. Hiruma prend la parole face à cette situation, et exige que la classe soit déplacée ailleurs, car leur salle actuelle est insalubre, entourée de sacs poubelles, avec des murs fissurés et des fenêtres cassées, ce qui perturbe complètement leur apprentissage. Le protagoniste ajoute que tous les élèves de cette classe sont également inscrits à l'académie, et qu'ils devraient être traités comme n'importe quel autre élève, et non comme un groupe d'anormaux. Kalego ouvre alors le dossier disciplinaire de chaque élève, rappelant pourquoi ils ont tous été placés dans cette classe spéciale. Hiruma a causé des actes violents lors de la cérémonie d'ouverture et a détruit un bâtiment de l'école, avec Alice et Asmodée comme principaux complices. Sabnok Sabro a commis des actes violents contre un professeur et détruit une partie de l'établissement. Andro Jazz a été pris en flagrant délit de vol d'objets magiques et précieux, appartenant à d'autres élèves et à des professeurs. Crossel Keroli, quant à elle, n'avait aucun antécédent de rébellion. Shaxlid est responsable de l'hospitalisation de 6 étudiants, après les avoir poussés à jouer de longues heures sans pause. Kamui a été dénoncé pour avoir espionné élèves et professeurs. Le professeur ajoute que Clara est dans la classe uniquement parce qu'elle est elle-même. En plus de tout cela, la classe est responsable de dégâts matériels, d'intrusions illégales dans des zones dangereuses et de possession de substances interdites. Les professeurs présents sont choqués par tous ces actes dangereux commis par la classe. Hiruma, bien qu'il admette en partie les propos de son professeur, insiste sur le fait qu'ils ne devraient pas être traités comme des anormaux. Le garçon accepte l'isolement, mais il souligne que les déchets qui entourent leur salle nuisent trop à la vie en communauté. Il demande donc à être transféré dans une autre salle isolée. Mais Kalego lui répond qu'il n'y a plus aucune salle isolée disponible dans l'établissement. Hiruma le contredit alors et affirme qu'il y a bien un autre endroit, la salle de classe royale, la Royal One. Cette salle a été utilisée autrefois par le roi démon disparu, Delkira, lorsqu'il était encore étudiant à Babil. Depuis, la salle a été totalement préservée et n'a plus jamais été utilisée, considérée désormais comme un lieu sacré. Kalego, en entendant cela, entre dans une colère noire, se sentant défié par Hiruma. Un véritable affrontement d'idées commence entre les deux, jusqu'à ce que le professeur des désajustés finisse par céder. Il accepte que la classe déménage dans la Royal One, à condition d'obtenir la signature d'autorisation de tous les professeurs en 3 jours. Hiruma le remercie, et la classe quitte la salle des professeurs, laissant tout le monde confus et sceptique. Après cette discussion, Kalego murmure que ce sera impossible pour eux d'obtenir toutes les signatures, mais il veut voir jusqu'où ses élèves sont capables d'aller. Hiruma réunit sa classe et il commence à discuter d'un plan pour accomplir cette nouvelle mission insensée. Mais en voyant que ses amis commencent à perdre espoir, il les invite à le suivre. Le groupe quitte l'école et traverse une forêt, jusqu'à arriver à une salle isolée du reste de l'établissement, la fameuse Royal One, encore scellée jusqu'à présent. Hiruma explique que, jusqu'ici, ils ont seulement cherché à s'amuser à l'école, mais qu'il est temps d'emprunter la voie de l'ambition. Et ce lieu, la Royal One, sera le premier objectif des désajustés. Dans cette salle, ils pourraient profiter d'un endroit incroyable, avec de nombreux livres, des jeux, une salle de repos, une salle d'entraînement, et tout le matériel que l'argent peut acheter. Il y a même un immense dressing, ainsi qu'une pièce totalement insonorisée. La classe est euphorique en entendant tous les avantages qu'ils pourraient obtenir, et il déclare alors que la mission de conquête de la Royal One commence officiellement. Le protagoniste demande de l'aide à Jazz pour l'assister dans cette étape. Hiruma révèle à son camarade que la mission consiste à voler un objet de valeur au professeur Kalego. Immédiatement, la classe des inadaptés est choquée par cette déclaration. Après tout, Kalego est craint dans toute l'école, et s'ils étaient pris, ils pourraient finir à l'hôpital. Sans se soucier des conséquences, Jazz commence son plan aux côtés d'Hiruma. En croisant un professeur dans les couloirs,
le protagoniste lui dit qu'il pense utiliser l'invocation familiale pour forcer le professeur à fournir une signature aux inadaptés tant qu'ils sont sous forme de monstres. Le professeur devient furieux et commence rapidement à se disputer avec son élève. Pendant ce temps, Jazz suit Kalego. Le garçon utilise sa compétence d'invocation regard furtif, capable d'identifier tous les objets de valeur que sa cible possède. Ensuite, il invoque sa technique voleur-serpent, faisant en sorte que ses doigts prennent la forme de serpents qui agissent librement pour capturer n'importe quel objet sans que la victime ne s'en aperçoive. Jazz agit prudemment pour voler son professeur sans se faire remarquer. Le garçon réussit sa mission sans éveiller de soupçons et repart tranquillement avec Hiruma. Cependant, au moment de partir, Kalego demande à Hiruma de s'arrêter et de lui rendre le sceau d'invocation familiale, juste pour éviter tout problème à l'avenir. Le protagoniste est soulagé, obéit et rend le sceau à son professeur. Plus tard, les deux inadaptés discutent avec la professeure Momo. Il lui affirme avoir trouvé l'agenda du professeur, dans lequel il écrit ses passe-temps et les sentiments qu'il ressent envers ses collègues. La professeure est embarrassée, car elle a une admiration secrète pour Kalego. Comme c'est un homme de peu de mots, elle adorerait savoir ce qu'il pense. Jazz lui propose alors de lui donner l'agenda, mais en échange de sa signature. Sans trop réfléchir, Momo accepte la proposition et commence à lire l'agenda de Kalego. Ainsi, les inadaptés célèbrent la première signature obtenue pour conquérir la Royal One. Ils doivent maintenant aller chercher les signatures des autres professeurs dans la bibliothèque de l'établissement. Clara est avec Schneider. Le duo est chargé d'obtenir la signature de la professeure Furka, qui enseigne les connaissances magiques. Les inadaptés sont complètement ignorés par leur professeur, mais cela change lorsque Schneider commence à parler avec elle des ingrédients magiques. Furka est impressionné que son élève en sache autant. Le démon fait alors une proposition à sa professeure, qu'il fasse des expériences magiques pour le reste de la journée. Et ainsi, une autre signature est obtenue par les inadaptés. Plus tard, Morax, un autre professeur de connaissances magiques, apprend des coordinateurs scolaires que Furka a donné sa signature aux inadaptés en échange de conseils et d'études avec un élève. Morax affirme que sa collègue a été totalement anti-éthique, car un professeur est censé toujours avoir une longueur d'avance sur ses élèves dans la course à la connaissance. Furka a gravement fauté en faisant ce choix. À ce moment-là, Kinkamui arrive auprès de son professeur, lui disant qu'il connaît des secrets sur les démons de l'école. En entendant cela, Morax signe instantanément la déclaration des inadaptés, afin d'en apprendre plus sur ses secrets, mettant de côté toute éthique et morale sans réfléchir. Pendant ce temps, Goemon et Agar Gabigo offrent leur aide à la professeure Stola, qui donne sa signature aux inadaptés. Asmodée et Jazz discutent avec le président du club des nouvelles magies. Le garçon prodige propose aux représentants qu'il pourra toujours compter sur ses flammes, même s'il n'aime pas les invoquer. Il fera tout ce qu'il faut pour son ami Hiruma. En échange, il demande aux garçons de leur fournir des informations secrètes sur les professeurs, afin de les aider à obtenir plus de signatures. Les trois élèves concluent donc un accord d'échange d'informations. Hors de l'école, Hiruma remarque que ses camarades ont très bien réussi dès le premier jour de conquête de la Royal One. Le soir venu, Sullivan est mécontent de la situation actuelle de son petit-fils et, pour ramener le garçon doux et innocent, il envisage de briser son cycle maléfique. En entrant dans la chambre d'Hiruma, le vieil homme cède à la demande affectueuse de son petit-fils de signer un document, incapable de faire quoi que ce soit d'autre ensuite. Le matin suivant, Sullivan demande à prendre une photo avec le garçon. Il veut garder un souvenir de son cycle maléfique. Le démon s'attendait à un refus, mais est surpris quand Hiruma accepte la demande et garde la photo avec son grand-père et Opéra. À l'école, le protagoniste discute avec Keroli des signatures. Jusqu'à présent, ils ont obtenu le soutien de 21 professeurs, ne manquant plus que Kalego et 15 autres. Cependant, 2 d'entre eux seront les plus compliqués, les professeurs Oria Oswell et Bueblu Shanko. Au même moment, Sabnok se trouve devant le professeur qu'il avait attaqué lors de la cérémonie scolaire. Bué est déterminé, il ne donnera sa signature que si l'élève le domine en combat. D'un autre côté, Shax et Elisabetta discutent avec le professeur Oswell. Ils passent un accord, pour obtenir sa signature, ils devront jouer à un jeu de société créé par Clara. Le jeu s'appelle Nyaraka et possède 1056 pièces en tout, similaire à un échiquier. Le gagnant est celui qui a le plus de pièces à la fin. La partie commence. Sans perdre de temps, Shax utilise sa capacité familiale contrôleur, qui lui permet de retirer les 5 sens de son adversaire. Grâce à cette technique, il rend son professeur aveugle, l'empêchant de jouer. Cependant, Oria aime résoudre ses défis à travers des jeux, et pour cette raison, il utilise sa capacité familiale chanceux heureux, ce qui fait que la chance est toujours de son côté. Les pièces commencent alors à se déplacer seules, marquant rapidement des points pour le professeur. Oria affirme qu'il est impossible qu'il soit battu, mettant l'élève inadapté dans une situation très compliquée. Pendant ce temps, Sabnok est défié par Bué. Le professeur possède l'habileté familiale guérison, capable de régénérer instantanément toute blessure, qu'elle soit légère ou grave, démontrant ainsi à son élève qu'il ne perdra pas. Cependant, le garçon bagarreur prend une décision inattendue.
Il s'incline devant son professeur et lui présente ses excuses pour tout le mal qu'il a fait et ses actes maléfiques. Il affirme qu'au début, il ne pensait qu'à lui-même et ne se souciait de personne, mais que tout a changé depuis qu'il a rencontré des gens qui l'ont soutenu. Le professeur Buet reconnaît que son élève a beaucoup changé grâce à cette attitude. Pour cette raison, il donne sa signature aux inadaptés afin qu'ils puissent atteindre leur objectif tant rêvé. Le 3e jour de leur quête, les marginaux laissent exploser leur joie, ils viennent de remporter une grande victoire. En si peu de temps, ils ont déjà obtenu le soutien de 36 professeurs. Mais un dernier défi les attend, obtenir la signature de Calego. Les désajustés se retrouvent face à face avec leur professeur. Le moment est tendu. Pendant ce temps, les autres professeurs et élèves des autres classes s'interrogent sur le sort de la pire classe du collège Babil. Ont-ils vraiment réussi à obtenir les signatures des 36 professeurs de l'établissement? C'est une victoire remarquable pour toute la classe. En apprenant cela, le groupe d'élèves commence à célébrer joyeusement, car tout leur plan a fonctionné. Cependant, Calego déclare qu'il ne donnera pas sa signature, affirmant que les élèves auraient dû obtenir aussi celle de tous les employés du collège, agents d'entretien, cuisiniers, bibliothécaires, et autres collaborateurs. Le protagoniste est incrédule en entendant cela, car cette condition n'était pas mentionnée dans la proposition initiale. La classe des désajustés se sent révoltée par la situation, ils ne pourront jamais obtenir ces signatures, le délai étant quasiment écoulé. Calego leur dit qu'il admire leur volonté et les efforts fournis pour y parvenir. Il ajoute qu'il pourrait apporter quelques aménagements à la salle où il se trouve, mais rien de plus. Hiruma ne baisse pas les bras et conteste l'attitude de son professeur. Mais Calego perd patience et dit que la Royal One est un trésor précieux de l'institution Babil, et y placer les élèves les plus problématiques serait comme confier le trône d'un roi à un bouffon. À cet instant tendu, un agent d'entretien intervient. Le démon annonce qu'il a apporté sa signature pour Hiruma, car ce dernier l'a aidé à de nombreuses reprises, et c'était le moment de rendre l'appareil. Le protagoniste accepte la signature, mais c'est qu'elle ne changera pas la décision de Calego. Le personnel comprend alors qu'il a besoin de plus de signatures, et tous les collègues et auxiliaires scolaires viennent l'aider. Tous sont heureux de contribuer, car Hiruma les a toujours aidés sans jamais rien refuser. Le protagoniste affirme que même les bouffons peuvent émouvoir tout un peuple. Le professeur, voyant que toutes ces conditions ont été remplies, se voit obligé de donner sa signature, même s'il n'est pas d'accord avec cette idée. Calego reconnaît finalement que la victoire revient à sa classe. Les désajustés célèbrent leur incroyable réussite, ils auront enfin la Royal One. Le lendemain, une foule d'élèves et de professeurs se rassemble devant la salle légendaire. Tous sont impatients d'assister à l'ouverture. Les désajustés discutent avec leurs professeurs, se remémorant tout leur parcours. À partir de ce moment, la classe de Calego est toujours considérée comme problématique, mais aussi admirée par tous. Les élèves reçoivent compliments et marques d'estime pendant tout l'événement. Pendant ce temps, les cuisiniers de Yakisoba préparent une portion gigantesque pour Hiruma, en l'honneur de cette grande journée. Cette fois, la portion est 3 fois plus grande que celle du festival. Hiruma se retrouve devant une montagne de nourriture qu'il dévore en quelques secondes, affirmant qu'elle est délicieuse. Ces mots ravissent les cuisiniers. L'impatience grandit parmi les élèves, et Calego entame le processus d'ouverture de la Royal One, il doit retirer toutes les chaînes et désactiver les protections magiques, avec l'aide de ses collègues. Enfin, la salle est ouverte au public, émerveillant tous ceux qui la découvrent. Peu après, les désajustés entrent dans la vaste salle. Hiruma se dirige rapidement vers son objectif principal, l'ancien trône du roi des démons. À la surprise générale, il s'assoit sur le siège le plus sacré de toute l'école. Ses amis sont impressionnés, convaincus qu'il deviendra un jour le roi des démons le plus puissant du monde souterrain. Le jour suivant, Hiruma se réveille après une nuit de sommeil. La créature de son anneau réapparaît, disant qu'elle avait trop peur de son côté maléfique pour se montrer. Hiruma lui reproche l'expérience difficile qu'il a vécue, disant qu'il s'est senti très mal à cause de son comportement anormal pendant ce temps. Heureusement, ce cycle est enfin terminé. Hiruma abandonne cette personnalité menaçante pour redevenir le garçon doux et gentil qu'il a toujours été. Le matin, il s'excuse auprès de son grand-père pour ses actes de rébellion et d'irrespect. Plus tard, il demande pardon à Clara et aux autres pour les horreurs qu'il a commises au collège. Il s'excuse aussi auprès d'Amélie, affirmant qu'il l'a en quelque sorte forcé à rédiger une lettre de recommandation. Il demande aussi pardon à tous ses camarades pour les avoir impliqués dans un plan si risqué. Mais en retour, cette expérience les a rapprochés. Il conclut cette journée avec une photo aux côtés du professeur Calego pour célébrer leur premier jour à la Royal One. Quelques jours se sont écoulés depuis la victoire, et maintenant Hiruma fait face à un nouvel obstacle, les examens scolaires. Dans sa routine normale d'étudiant, le protagoniste reçoit une attention immense de la part de Clara et d'Asmodée. Les deux amis ne quittent Hiruma à aucun moment, et la fille s'inquiète à l'idée que le garçon puisse retomber dans son cycle maléfique. Pendant ce temps, le garçon prodige reste attentif au moindre changement de personnalité d'Hiruma. Après tout, en tant que meilleur ami, il devrait être le premier à remarquer toute altération de son comportement. Dans leur toute nouvelle et luxueuse salle de classe,
la classe des inadaptés tente d'éloigner Clara et Asmodée d'Hiruma. Après plusieurs tentatives, aucun d'eux ne parvient à séparer le trio. Alors que le chahut règne, le professeur Kalego entre dans la salle et demande rapidement le silence, car il doit faire quelques annonces. Il explique que la charge horaire des cours sera réduite avec l'arrivée des examens, et que tous doivent donc étudier. Il ajoute aussi que le jour final est très proche. En entendant cela, tout le monde se réjouit, car il s'agira du dernier jour avant les vacances. Après cette date, les élèves pourront s'amuser sans se soucier du collège, en se consacrant entièrement au groupe des combattants auxquels ils appartiennent, ou tout simplement en profitant de spectacles, d'événements et de festivals. Alors que tous célèbrent l'approche des vacances, Hiruma est dans un état de tristesse. Cela vient du fait que le garçon n'a jamais étudié dans une école, et progresser dans n'importe quel type d'études a toujours été compliqué pour lui. À la fin, il échoue toujours à tout type d'examen. Plus tard, le trio d'amis se réunit. Clara observe les notes actuelles d'Hiruma et a alors la brillante idée de devenir sa nouvelle professeure, simplement parce qu'elle a des notes un peu plus élevées que lui. Tandis que les deux amis discutent de ce nouveau plan d'études, Asmodée se souvient de la sensation qu'il a eue en voyant son ami sur le trône du roi démon. Le garçon prodige a eu l'impression d'avoir entrevu le futur pendant un court instant. Avec cela en tête, Asmodée se porte volontaire pour aider son ami à exceller à l'examen du collège. Ainsi, le trio pourrait obtenir un bon résultat et monter au rang 4. En apprenant cela, Hiruma se sent heureux, car il peut compter sur ses amis et devenir encore meilleur, lui évitant que son avenir soit menacé à cause d'un simple examen. Plus tard, le trio d'amis accueille un nouveau membre dans le groupe des combattants d'artefacts magiques. Il s'agit d'Algo Shinel, le même élève qui a été responsable du changement de personnalité de Amélie. Hiruma reçoit un appel de la présidente du conseil étudiant, qui révèle que son ami Shinel causait de nombreux problèmes au conseil en raison de son comportement étrange et de son attitude bizarre. Ainsi, la jeune fille a décidé de l'envoyer dans le groupe des combattants d'artefacts magiques. Elle affirme que, même si Shinel agit avec malveillance, il a fini par créer un sort très puissant. De ce fait, il pourrait être d'une grande aide en participant au même groupe qu'Hiruma. Clara et Asmodée n'aiment pas du tout cette idée, car ce sont eux qui ont découvert tout le plan maléfique du garçon. Le protagoniste, en revanche, ne refuse jamais rien à personne, et accepte donc Shinel dans l'équipe de combattants. Le lendemain, Hiruma s'inquiète pour les études lors du petit déjeuner. Sullivan lui demande si son petit-fils veut qu'il ne mette que les questions les plus faciles dans son examen. Mais Opéra intervient, affirmant que le garçon fait de gros efforts, et que c'est pourquoi il ne tolérerait pas une proposition aussi stupide. Le protagoniste quitte sa maison et, en arrivant au collège, remarque que tous ses amis sont entièrement concentrés sur leurs études. Après tout, ils veulent s'amuser, et s'ils obtiennent de mauvaises notes, ils perdront leurs vacances. Asmodée convainc Hiruma de se joindre à eux pour réviser. Le trio se regroupe autour d'une table, et le garçon prodige cherche à savoir dans quelle matière son ami se débrouille le mieux. Avec cela en tête, Asmodée crée un quiz avec une question de chacune des 5 disciplines qui figureront à l'examen. Le protagoniste affronte Clara dans ce jeu. De nombreuses questions sont posées à Hiruma sur le monde des démons. Le garçon n'a absolument aucune idée de la manière d'y répondre, et il échoue à toutes les questions, tandis que Clara en réussit seulement 2. En réfléchissant à ces résultats catastrophiques, un des livres de discipline prend une forme bizarre, il a une bouche, des bras et des jambes. Le livre commence alors à poser plusieurs questions à Hiruma, mais cette fois sur le monde des humains. Et cette fois, le garçon répond correctement à toutes les questions. Ses camarades de classe sont impressionnés par l'étendue de ses connaissances sur le monde humain. À ce moment précis, un sentiment d'accomplissement naît chez le protagoniste. Pour la première fois, en réussissant toutes les questions, le garçon éprouve le désir d'en apprendre davantage. Asmodée conseille alors à son ami d'étudier des sujets liés à l'histoire. Le trio se dirige vers la salle du professeur d'histoire démoniaque, mais à leur arrivée, ils constatent que plusieurs élèves en sortent, effrayés. Ils apprennent que le professeur d'histoire est entré dans le cycle maléfique et qu'il ne donnera donc pas cours ce jour-là. Un professeur remplaçant assure désormais la discipline. Son nom, Balam Shishiro. En entendant ce nom, Asmodée devient mal à l'aise, car il sait déjà comment ce professeur se comporte en classe. Hiruma dit qu'il a déjà vu ce nom quelque part. Après un moment de réflexion, il se souvient que ce professeur est l'auteur d'un livre sur l'histoire humaine, à partir duquel il avait répondu correctement à toutes les questions. En entrant dans la salle de classe, le trio d'amis est capturé par des lianes qui les enroulent et les élèvent dans les airs. De là-haut, ils aperçoivent le professeur Shishiro, un démon qui fait peur à n'importe quel démon du monde inférieur.